Vieillir, ça peut être synonyme de liberté, de pouvoir prendre du temps pour ses projets personnels, d'avoir moins l'impératif de performance, de ne pas être obligé de se lever tôt le matin au son du réveil. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'on est souvent confronté à des limites de nos capacités d'adaptation. Avec le vieillissement viennent parfois des problèmes de santé aussi. Alors aujourd'hui, on souhaitait aborder la souffrance des personnes vieillissantes. Une souffrance qui peut prendre plusieurs formes, une souffrance qui parfois, est silencieuse, une souffrance qui peut être autant physique que psychologique. Puis pour discuter de ce sujet-là, ben, je suis accompagnée de la docteure Valérie Bourgeois-Guérin, psychologue. Bonjour docteur Bourgeois-Guérin. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça savoir comment vous vous êtes intéressée à cette question-là? Ça fait plusieurs années, en fait, quand j'étais âgée de 12 ans, j'ai été bénévole, dans des résidences pour personnes âgées, dans le cadre de programmes, qui étaient affiliés à mon école secondaire. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment, une passion pour le travail avec les personnes âgées, où j'ai pu voir à la fois des personnes âgées qui étaient en santé, mais aussi des personnes âgées qui étaient malades, en fin de vie. Puis je me suis sentie vraiment interpellée par cette population-là. Donc de fil en aiguille, j'ai travaillé dans des résidences pour personnes âgées, puis par la suite, j'ai poursuivi mes études, en psychologie pour travailler avec cette population-là. Qu'est-ce qui vous a touché le plus chez cette clientèle-là pour qu'elle vous passionne comme ça au point d'en faire une carrière? Ben, je dirais que c'est vraiment le contact, qui était très authentique. Le fait que ce soit des personnes qui étaient souvent très vraies, qui étaient dans une grande simplicité, pouvaient partager énormément de choses très, très riches, très signifiantes. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très touchant dans ce contact-là avec ces personnes-là, puis qui rentrait un peu en contradiction avec ce qu'on pouvait véhiculer de l'image des personnes âgées, qui pouvaient être décrites comme des personnes, ennuyantes, qui sont pas intéressantes et cetera. Il me semblait avoir un grand contraste entre ce qu'on avait pu entendre des personnes âgées puis ce que j'observais quand j'étais auprès d'elles. Elles ont avantage à être mieux connues, puis c'est fou comme elles peuvent investir en la sphère relationnelle quand elles se sentent en confiance, ces personnes-là. En vieillissant, on côtoie aussi la mort. Donc, on a beaucoup de pertes. On perd des proches, on a perdu nos parents, on perd la carrière souvent parce qu'on y met fin. On perd des amis de plus en plus. Puis des fois, ben, c'est la santé qui nous quitte. Les deuils sont souvent multiples chez la personne aînée, sont souvent très, très difficiles. Puis je dirais que peut-être la pire partie, c'est qu'aussi ils doivent faire le deuil d'une certaine autonomie, de plusieurs de leurs capacités. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens dans des résidences, vous les avez rencontrés à un moment où ils devenaient plus vulnérables, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez partager de cette expérience-là, justement, de ces pertes-là? Oui, ben, c'est une recherche que j'ai trouvée vraiment intéressante à faire parce qu'on a voulu comprendre comment se vivait le deuil dans le contexte d'une résidence pour personnes âgées. Parce qu'on sait que les résidences pour personnes âgées, c'est des milieux de vie, mais c'est aussi des milieux où il y a des décès qui surviennent quand même de temps à autre. Puis on a voulu voir comment c'était vécu par les autres résidents. Puis ça nous a amené à les questionner sur leurs expériences de deuil, à mieux comprendre comment ils vivaient le deuil dans un contexte comme celui-là, où souvent la perte d'un autre résident les ramenait à des réflexions sur leur propre fin de vie, leur propre fin. Où ce qu'on a pu voir, c'est que il pouvait y avoir quelque chose de paradoxal, c'est que dans certains milieux, il y avait des pratiques pour accompagner un peu les personnes endeuillées, mais dans d'autres milieux, c'était complètement passé sous le silence. Puis c'était souvent pas par mauvaise volonté. Le personnel, souvent, dans ces cas-là, choisissait de pas en parler parce qu'il avait peur d'ébranler trop les autres personnes âgées, de créer de l'anxiété, et cetera. Mais ça avait comme effet pervers, de passer sous le silence la perte, ce qui faisait que les autres résidents vivaient souvent le deuil de manière très, très secrète. Ça rendait ça souvent plus difficile. Puis ça leur envoyait aussi le message que peut-être quand eux mourraient, on les oublierait. Donc ça avait beaucoup d'effets pervers, malheureusement. Ben oui, il me semble que j'ai l'impression spontanément que ça envoie le message qu'on n'est vraiment pas grand-chose si ça mérite même pas d'être souligné. Puis effectivement, il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait de collectivement souligner ou en tout cas le départ de quelqu'un, même faire une petite cérémonie. Alors, je pense que en fait, on doit certainement pas les priver de ça, mais des fois dans le feu de l'action, puis dans le feu de toutes les tâches qu'on a à accomplir, peut-être dans ces résidences-là, on n'y pense pas toujours. Fait que je pense que vos objets de recherche sont fort pertinents.
Comment on peut qualifier la tristesse normale? À quel moment chez une personne, aînée, on peut dire, ben, le deuil est problématique ou le deuil ne se fait pas normalement versus, mais c'est tout à fait normal d'être triste quand on vit un deuil? Ben, c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est très important comme question parce qu'on est dans un contexte social où les anthropologues, les sociologues et cetera nous font remarquer qu'on a un rapport au temps qui est très accéléré. Il y a encore un certain déni de la mort, très peu de discours sur le mourir. Donc beaucoup de personnes ont l'impression qu'un deuil, c'est un processus qui se vit rapidement. Ils se disent: «Ben, si on a juste quelques journées de congé au travail, ça doit être qu'après 2 3 semaines, on devrait aller mieux». Puis donc, après 2 3 semaines ou 2 3 mois, les personnes devraient être moins tristes. Mais ce qu'on observe, en fait, c'est que dans le cas du deuil, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que souvent, dans les premiers temps, les gens sont un peu sous le choc, et cetera. La tristesse émerge souvent un petit peu plus tard, puis c'est tout à fait normal qu'elle émerge dans les mois qui suivent, puis qu'on soit en deuil pendant une période qui peut être, par exemple, d'1 an, même si la tristesse n'est pas toujours aussi intense, heureusement, elle diminue, mais quand même reste qu'elle est présente, puis c'est tout à fait normal, il n'y a absolument rien de pathologique. Puis il faut surtout pas envoyer le message que si ça va pas assez vite, c'est parce qu'on a un problème. Parce que là, en plus de la tristesse, la personne est prise avec une culpabilité ou une impression qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Alors c'est lourd à porter, cette invalidation-là, hein. Effectivement. Oui, 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 puis ça envoie le message qu'il faudrait surtout rapidement passer à autre chose. Beaucoup vont intégrer aussi l'idée que parler de leur deuil, c'est quelque chose de trop lourd, que ça va être trop difficile pour les autres, donc il ne faudrait pas le faire. Donc, ils sont très sensibles à ces messages-là de leur environnement, que s'ils leur disent que ça devrait vite aller mieux, ben, même s'ils sont encore tristes, ils vivent encore des émotions, vont s'organiser pour ne pas les manifester, pour éviter d'être un poids pour les autres, ce qui est vraiment souvent un souci que rapportent les personnes âgées. Et ce qui risque d'ajouter, dans le fond, à leur sentiment d'isolement. Ça m'amène à parler d'isolement. On parle souvent d'isolement et de solitude chez les gens âgés, mais l'isolement et la solitude, c'est pas nécessairement la même chose. Quelle distinction vous faites entre les deux? Ben, il y a différents théoriciens qui ont écrit là-dessus, mais on pourrait dire que l'isolement, c'est plutôt la situation objective, d'avoir des liens sociaux, d'en avoir plus ou moins, la quantité, la qualité des liens qu'on a, alors que la solitude, c'est plutôt le sentiment d'être seul, le sentiment qui peut survenir qu'on ait un réseau social objectivement garni ou dégarni. Donc c'est pas la même chose. Puis c'est intéressant de voir que les besoins de chacun sont évidemment différents. Il y a des gens qui ont des petits réseaux sociaux puis qui sont bien là-dedans. Il y en a d'autres qui vont avoir des réseaux, qui sont plus petits puis qui vont vraiment ressentir beaucoup de solitude puis de souffrance en lien avec ça. Donc c'est très diversifié d'une personne à l'autre, mais c'est une réalité qu'on peut observer chez certaines personnes âgées, effectivement. Puis une personne âgée qui pourrait pas manifester sa tristesse, par exemple, qui serait entourée d'une équipe de soins ou d'une famille, pourrait ne pas être isolée, mais vivre beaucoup de solitude. Oui, c'est ce qu'on voit dans les cas de deuil, surtout dans les mois qui suivent la perte. Souvent, au début, les gens se resserrent quand quelqu'un vit une perte significative. Il va avoir les funérailles, et cetera. Les gens manifestent leur soutien, mais ça s'effrite avec le temps. Puis c'est souvent à ce moment-là que les gens se sentent seuls dans leur deuil. Puis c'est la même chose pour les personnes âgées qui peuvent sentir qu'ils ont assez peu d'espace pour le partager, en parler, puis qui donc peuvent se sentir seuls avec la perte. Puis dans certains contextes, s'ils étaient une des rares personnes qui connaissaient la personne qui est décédée, si par exemple tous les autres proches de cette personne-là étaient décédés, des fois ce sentiment-là aussi peut être exacerbé avec l'impression qu'ils sont les seuls à porter la mémoire de quelqu'un. Est-ce que, de votre point de vue, c'est vrai que la majorité des gens âgés sont isolés? Ben, en fait, les recherches nous démontrent que non. C'est-à-dire que les personnes âgées ont des réseaux sociaux, et cetera. Donc, souvent, dans l'image collective, quand on a des personnes âgées, on a l'impression qu'elles sont toutes isolées. C'est pas le cas. Elles ont souvent un réseau social. Par contre, on peut voir qu'il peut s'atténuer avec le temps, il peut s'amenuiser avec le temps, avec les pertes par décès, entre autres, bien évidemment, qui va faire que de plus en plus, le réseau social peut être dégarni. Puis il y a aussi ce que certains auteurs ont appelé le processus de la déprise, où il y a des gens qui volontairement, sans que ça soit souffrant, commencent à prioriser certaines relations, puis avoir moins de relations. Puis pour eux, c'est quelque chose de tout à fait sain comme processus. Donc, ils ont, oui, un réseau social moins garni, mais souvent, c'est très significatif les liens qu'ils ont conservés. Donc, c'est pas quelque chose qui est souffrant à vivre. Puis quand ils ont ces liens significatifs-là, puis qu'ils perdent un ami, puis des fois c'est une amitié de 50, 60 ans, puis qu'ils se font dire par l'environnement, par exemple, ben, c'est normal, rendu à 85 ans, finalement, la vie a été bonne. Quel effet ça a?
Oui, ça, c'est très dommage qu'on observe malheureusement souvent des discours comme ceux-là. Puis on Mhm. sait bien que les gens qui vont dire ça le font souvent pour apaiser, en espérant que ça soulage la personne. Mais on voit qu'en fait, c'est plus complexe que ça parce que on le devine bien quand on y pense, que la personne soit âgée ou non, si c'est quelqu'un avec qui on avait une relation Mhm. significative, qu'on aimait, on va être touché par la perte, peu importe si la personne a 75 ans ou 45 ans. La perte va être tout aussi grande, hein? Exactement. Mhm. Donc, le fait de minimiser, ou même des fois de nier la souffrance qui peut être vécue parce que la personne était âgée, ben ça peut être profondément blessant pour ceux qui Mhm. font face à cette perte-là parce que c'est souvent absolument pas ce qu'ils sont en train de vivre. Exactement, puis ça peut aussi peut-être envoyer le message de, ben, ça sera normal que tu partes toi aussi à cet âge-là, ou en tout cas, ça donne une impression de que la valeur de la vie est pas la même parfois. Oui, ben, il y a des petites racines âgistes dans ce genre de Oui, discours-là, sans que ça soit volontaire, évidemment. Les gens qui disent ça se le font pour bien tout à faire, fait. mais on ne se rend pas compte qu'effectivement, ça peut envoyer le message un peu âgiste qu'en fonction de l'âge qu'on a, le fait qu'on décède ou non va être plus ou moins grave. Euh, Exactement. Mais c'est vrai que les gens le font pour bien faire, puis c'est vrai que les gens le font pour apaiser, pour aider. mhm. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment ça peut être reçu justement comme message quand on est l'autre partie justement vieillissante. La solitude, ça peut avoir plusieurs conséquences, hein. Risque accru de dépression, risque accru d'anxiété, des maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif quand on manque de stimulation ou quand on n'a pas de contacts sociaux suffisants. Le soutien social, puis le soutien de la communauté, ça joue un rôle important dans la santé globale, dans la santé cognitive, dans la santé mentale. Les proches aidants ont souvent l'impression d'être les seuls à pouvoir combler ce besoin-là de stimulation, de socialisation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut comprendre d'où vient cette impression-là parce que souvent, les proches aidants sont très, très investis auprès de la personne âgée, puis il y a vraiment un désir de la soutenir profondément, puis à plusieurs niveaux, tout ça, donc ils sont très investis. Mais ça peut mettre un poids supplémentaire parce qu'on sait que souvent aussi, ils jouent beaucoup de rôles, beaucoup de responsabilités. Donc, même si ça peut avoir beaucoup de sens, ça peut aussi être lourd à porter à certains égards. Puis le fait d'avoir l'impression d'être la seule personne qui peut aussi combler les besoins sociaux en plus de tous les autres rôles qu'on joue, ça peut vraiment ajouter à la pression que ça met sur les proches aidants. Alors que, dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'on peut, vraiment, favoriser le fait qu'il y ait davantage de liens sociaux, pas uniquement avec la personne qui est proche aidante, mais avec d'autres personnes âgées ou d'autres personnes significatives pour la personne âgée. Absolument. Puis on voit parfois des personnes âgées insister ou dire, ben, c'est pas un intervenant que je veux, c'est toi. Qu'est-ce qui fait, pourquoi c'est difficile de convaincre certaines personnes âgées de se rendre à des nouvelles activités ou de rencontrer des nouvelles personnes? Il y a plusieurs défis, qu'on peut observer. Beh, dans certains cas, on va voir notamment chez les personnes âgées qui ont vécu beaucoup de pertes et de deuil, de pertes significatives et de deuil, on peut voir des fois une certaine réticence à tisser des nouveaux liens, une espèce d'habituation à vivre des pertes, puis donc il y en a qui sont assez réticents à rencontrer des nouvelles personnes parce qu'ils se disent: «Je vais peut-être la perdre aussi». Donc ils se resserrent, referment un peu sur les proches puis qui ont un petit peu plus de difficultés à s'ouvrir à d'autres personnes. Donc, des fois, là, il y a un travail à faire sur le deuil pour les aider à se réinvestir dans d'autres relations. Des fois, ça peut être des problématiques aussi de mobilité, des limitations fonctionnelles qui font que c'est difficile de se rendre à des activités ou encore des limitations cognitives, etc., qui font que ça peut être plus difficile d'entrer en relation, de rester concentré. Il y a toutes sortes de limites aussi qui peuvent venir à ce niveau-là, puis qui peuvent faire que la socialisation peut être un petit peu plus ardu que ce qu'ils ont connu antérieurement, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, par contre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est vrai que des fois, c'est facile à dire, tu devrais aller à, mais pour une personne qui conduit plus, par exemple, juste l'énergie que ça peut prendre de se déplacer puis de se rendre effectivement, ou même de se mettre beau, de se mettre belle, Puis c'est quand même de l'énergie de développer des nouvelles relations, hein. On sort de notre zone de confort quand on fait ça. Donc peut-être que quand on a plus de difficultés d'adaptation, ben c'est un petit peu plus difficile. Il faut avoir assez confiance en soi, il faut avoir confiance qu'on on va intéresser l'autre, puis qu'on soit intéressé dans cette nouvelle relation-là, finalement. J'aimerais ça qu'on aborde la maladie puis la souffrance. En quoi la souffrance influence la santé mentale? Il y a des gens âgés qui cachent leur souffrance, qui la vivent silencieusement. Bon, il y a plusieurs raisons qu'on peut identifier à ça, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus.
Oui, ben c'est quelque chose qu'on observe, puis particulièrement chez les cohortes de personnes qui sont âgées actuellement. C'est en lien aussi avec une certaine socialisation, qu'est-ce qu'on a appris à exprimer ou non, comme émotion, et cetera. Mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui, dans les cohortes de personnes âgées actuelles, ont cette impression-là que si on parle de notre souffrance aux autres, ça va être trop lourd à porter, ça va être trop difficile. Donc, pour les protéger, vont choisir de ne pas le faire. Il y a d'autres personnes âgées aussi qui vont nous dire qu'ils ne savent pas comment le faire, puis notamment chez les hommes, on en reparlera peut-être plus tard, âgés qui vont nous dire: «Mais moi, on m'a appris qu'être un homme, c'est être fort, c'est cacher ses émotions. Donc ma souffrance, j'en ai, j'aimerais bien la partager, mais j'ai pas les mots. Je sais pas comment m'y prendre». Donc il y a ça aussi des fois qui peut être vraiment une embûche, puis qui peut expliquer le fait qu'ils la cachent parce qu'ils savent pas comment, ils pourraient la partager. Donc, être capable de comprendre ce qu'on ressent, être capable de mettre des mots dessus, puis ne pas avoir peur, effectivement, d'être un fardeau pour l'autre ou d'être inintéressant pour l'autre ou d'être trop lourd. Donc, ça Mmh. fait partie des défis. Il y a certainement des aspects générationnels aussi qui font que c'est relativement récent hein, qu'on met plus nos émotions sur la table, effectivement. Vous dites, ben, on n'a pas tous appris à. C'est quand même un beau défi, je pense, parce qu'on sait que cette souffrance-là, si elle ne s'exprime pas, si elle n'est pas adressée, ben, elle ne sera pas sans effet sur la santé des personnes. Puis à cet égard-là, ben, on sait qu'en vieillissant, le risque d'avoir un cancer augmente. Vous avez fait des recherches donc sur les personnes, les hommes âgés atteints d'un cancer incurable. C'est quoi vos principales trouvailles, vos principaux constats par rapport à cette clientèle-là? Mmh. Ben, c'est intéressant parce qu'on a fait une recherche auprès des hommes et auprès des femmes. On pourrait y revenir par la suite, mais donc ça nous a permis de voir des choses qui étaient similaires, mais aussi différentes. Puis ce qu'on a observé chez les hommes, ben, premièrement, ce qu'on mentionnait antérieurement, donc c'est qu'il peut y avoir certains hommes qui ont été socialisés, à intégrer l'idée qu'être un homme, évidemment avec toutes les limites que ça a, cette image-là, ben, c'est de ne pas parler de ses émotions, prendre soin des autres, et cetera. Donc pour qui, partager, sa souffrance, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça les confronte à une image d'eux-mêmes des fois qu'ils ont pas envie, de véhiculer ou encore, comme je le mentionnais, ils peuvent ne pas savoir comment faire pour exprimer leur souffrance. Ça, c'est des choses qu'on a observées. On a aussi observé que dans certains cas, il y avait pas le désir non plus de parler. Des fois, il faut faire attention parce que en psychologie ou dans différentes sphères, ou différentes disciplines, on a l'impression que la parole, c'est quelque chose qui fait du bien, mais on a aussi des hommes qui nous ont dit: «Moi, parler de ma souffrance, ça me fait pas de bien. Je souhaite pas le faire». Donc il faut savoir respecter aussi que pour eux, ça sera peut-être de d'autres manières, des fois par la transmission ou des discours, qui vont être indirects. Pour eux, ça va être la manière signifiante puis significative de parler de leur souffrance. Oui, parce qu'on peut même presque maltraiter quelqu'un en le contraignant à parler quand il n'est pas prêt. Ça peut sembler maltraitant de se faire imposer quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Puis des fois, on n'est pas capable de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement, c'est pas vrai qu'il faut absolument parler, parler, parler. On n'a pas nécessairement tous le même besoin de parler lors d'un deuil, par exemple, ni tous au même moment. Fait que je pense que de respecter ce qu'on appelle les individualités des gens, je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes aussi, hein, être à l'écoute du besoin des personnes, puis ne pas penser qu'ils ont tous les mêmes besoins, effectivement. Vous avez aussi fait les mêmes études chez les femmes. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez trouvées chez les femmes? Oui, ben, on a pu voir qu'il y avait des choses, c'est ça, à la fois Des choses similaires et similaires? différentes aussi. Au niveau des différences, notamment au niveau de la communication, là, il y avait plus de différences parce que, notamment, mais les femmes avaient plus souvent appris dans leur réseau tout ça, à parler de leur souffrance, à la manifester, tout ça, donc moins de malaise à le faire, encore une fois âgées. Par contre, des fois, on voyait elle rapportait qu'autour d'elle, il y avait un silence qui s'installait. Les gens étaient mal à l'aise par rapport au fait qu'elle soit malade, voulait surtout qu'elle parle de choses positives, tout ça. Donc, des fois, il y avait une imposition de silence ou des gens qui n'avaient pas envie de les entendre parler de la souffrance. Puis ça faisait qu'elles se sentaient très seules avec leur souffrance. Puis il y avait toute la dimension aussi de l'expérience du corps, où chez les hommes aussi, il y a beaucoup de choses qui sont transformées chez le corps, puis ça a beaucoup de ramifications, notamment au niveau des représentations de qu'est-ce que c'est qu'être un homme quand je vieillis, quand je suis malade. Puis chez les femmes, on en a vu aussi, mais notamment au niveau de la féminité, l'impression de plus pouvoir être belle, plus pouvoir, être vraiment une femme ou attirante, tout dépendamment de l'image qu'ils ont intégrée de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Ça pouvait être aussi, vraiment bouleversé par la maladie, les symptômes, puis des fois les traitements. Puis à tout âge, hein, on le sait que ça peut être bouleversé par la maladie,
cette importance du corps, de l'intégrité du corps, d'être séduisant, séduisante, ainsi de suite. Vous avez parlé tantôt de la crainte de, d'être une lourdeur pour les autres parce que les autres sont mal à l'aise quand on parle d'un cancer ou d'une maladie. J'ai souvent dit, quand le malaise s'installe, c'est souvent parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'est pas capable de soulager la personne de son mal. Puis je pense que le but, quand on est proche aidant, c'est pas de soulager la personne de son mal, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas seule avec ce mal. Si on aborde les changements de milieu de vie, c'est un élément très important pour moi pour quand les gens vieillissent. Changer de domicile, par exemple. Tu sais, dans notre vie, on en a plusieurs changements de domicile, puis on les fait tous par choix, puis souvent on les fait tous avec emballement, en tout cas en général. Mais quand on arrive dans une résidence pour aînés, ça peut être très déstabilisant. Comment on fait pour aborder cette transition-là qui est souvent non choisie ou en tout cas un peu la résultante justement de toutes sortes de difficultés ou de perte d'autonomie qu'on vit? Ben, je pense qu'il faut l'aborder comme un deuil. C'est-à-dire que le fait de changer de milieu de vie, surtout quand c'est pas choisi, la majorité des personnes âgées qui déménagent en CHSLD ou résidence pour aînés ou même dans des logements plus petits, c'est suite à un deuil d'un conjoint-conjointe ou à des pertes physiques ou des raisons de sécurité. Donc, en général, ce n'est pas qu'une raison ou c'est pas du tout une raison heureuse qui les amène à déménager. Puis ça engendre souvent un deuil. Dans tous les déménagements, on peut vivre une certaine forme de deuil, mais dans ce cas-là, quand c'est pas souhaité, puis il y a des personnes qui ont vécu dans la même maison pendant des décennies, et cetera, qui a beaucoup de souvenirs associés. Il y a le deuil du chez-soi, mais il y a toutes les pertes secondaires, le deuil d'un quartier, le deuil de voisins, le deuil d'habitudes de vie que vivre là permettait, qui peut être difficile à vivre quand on déménage dans un milieu de vie comme une résidence ou un CHSLD. Ceci étant dit, on peut soutenir, comme on soutiendrait un endeuillé en temps normal, pour aider à ce que la transition se fasse. Parce qu'il y a des cas où c'est obligatoire, c'est une question de sécurité, les personnes n'ont pas le choix. Donc, écouter, valider les émotions qu'ils peuvent vivre, voir comment est-ce qu'on peut les aider à faire vivre la transition. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, des photos de la maison qu'ils quittent pour qu'il y ait des souvenirs? Est-ce qu'on peut prendre les coordonnées des voisins significatifs pour faciliter la transition? Puis voir comment est-ce que ce nouveau chez-soi-là peut devenir un chez-soi, pas juste un domicile où on habite, mais un lieu où est-ce qu'on se sent chez soi. Comment on peut l'investir? Est-ce qu'on peut amener des petites choses de la maison ou quelque chose qui va nous rappeler la maison pour essayer que la transition se vive le mieux possible? C'est souvent une période très, très difficile pour les proches aidants ou pour les membres de famille parce qu'évidemment, ils ont toute l'émotivité vécue aussi. Quels conseils on peut leur donner pour les aider à aider leur aîné finalement? Ben, moi, je dirais 2 choses. Premièrement, on peut reconnaître qu'eux aussi vont vivre beaucoup d'émotions et cetera, tout ça. Il faut voir, premièrement, est-ce qu'ils se sentent habilités pour accompagner en plus psychologiquement un peu ou soutenir leurs proches aussi, sentent qu'eux-mêmes sont trop éprouvés, sont peut-être que c'est bien d'aller chercher d'autres soutiens pour pas uniquement, évidemment, leur mettre cette responsabilité-là. Mais par la suite, je pense que c'est beaucoup d'être plus dans une posture d'ouverture, d'accueil, d'être capable de voir comment est-ce que je peux entendre ce que la personne a à me dire par rapport à ce qu'elle vit, puis comment je peux la soutenir. Ça peut être assez simple, mais encore faut-il sentir qu'on peut jouer ce rôle-là, qu'on veut le jouer, puis pas hésiter à déléguer ou qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se joindre à nous pour jouer ce rôle-là quand on voit que c'est trop. Puis quand on est très éprouvé comme proche aidant, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de le partager avec la personne qu'on essaie de soutenir? Est-ce qu'on peut, comme dans un deuil commun justement, est-ce qu'on peut pleurer ensemble, partager ces émotions-là, le dire à l'autre que oui, c'est dur, puis qu'on trouve ça dur? Je pense que c'est évidemment, ça dépend toujours de la relation qu'on a, comment la relation s'est construite avec la personne qu'on soutient. Mais je pense que d'être dans une posture authentique à moyen et long terme, c'est mieux pour tout le monde. Parce que d'être capable de se montrer fragile, de se montrer vulnérable devant la personne âgée, ça lui permet de le faire aussi. Donc, ça ouvre des Exactement. portes à ce que la relation soit beaucoup plus authentique, vraie. Puis ça peut faire du bien à tout le monde, finalement. Ça peut donner l'impression à la personne âgée qu'elle n'est pas seule non plus à avoir ce chagrin-là, que tout le monde en a finalement, tu sais, que tout le monde en a pour elle, puis qu'on essaie de composer avec ça aussi. Exactement, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières, selon vous, des gens qui ont ce que j'appelle la propension au bonheur? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont capables de vivre heureux.
à travers un peu toutes les épreuves qu'ils traversent, à travers les deuils, à travers, les adaptations. Est-ce que vous observez certaines caractéristiques de ces gens-là? Ben, c'est sûr que moi, je m'intéresse beaucoup à la souffrance, donc j'ai plutôt tendance généralement à voir les gens qui vont vivre beaucoup de souffrance. Par contre, ce que je peux voir, c'est que chez les gens qui sont résilients, ce ne sont pas premièrement des gens qui vivent moins de souffrance, mais souvent, ce qu'on va observer, c'est que la manière qu'ils ont d'intégrer les pertes ou les difficultés, les épreuves, les souffrances au fil de leur vie va être quelque chose qui peut devenir un levier puis qui va faire qu'ils vont être plus résilientes, puis probablement justement avoir plus cette propension-là à être heureux ou à intégrer différents événements qui peuvent être difficiles à leur histoire. C'est vraiment quelque chose qu'on va observer. Évidemment, il y a tout un ensemble de facteurs aussi dont la personne n'est pas responsable, le milieu dans lequel elle évolue, etc. Donc, où là, il y a des variables qui sont hors du contrôle de la personne, mais il y a vraiment quelque chose dans la lecture des événements, l'intégration des événements qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont être résilientes, mais aussi l'accueil qu'elles vont avoir des autres, de leurs souffrances, de leurs expériences, qui peut aider à ce que ça devienne des sources de résilience plutôt que juste des obstacles. Comment on peut agir, avec un parent, par exemple, qui est toujours négatif, qui est toujours morose, qui a changé d'humeur, qu'on reconnaît à peine, mais avec qui on aurait envie de sortir, d'aller au restaurant, de faire des activités, mais on n'ose jamais aborder, aucun sujet parce qu'il est toujours négatif, c'est toujours très délicat? Bien, il y a différentes choses à faire. Ben, premièrement, explorer des fois un petit peu d'où ça vient. Souvent, quand les gens vont être beaucoup plus en colère ou irritables, etc., bien, il y a quelque chose de sous-jacent, hein. Puis c'est sûr que là, notre travail de psychologue nous amène à aller creuser ça, mais même si on n'est pas psychologue, des fois, on peut avoir une petite idée d'où ça vient. Des fois, c'est lié à la maladie, des fois, c'est lié à de la douleur, des fois, c'est lié à des pertes de rôle ou des pertes fonctionnelles qui sont vraiment difficiles à vivre. Des fois, c'est une manifestation du deuil de tout ça aussi qui ressort pas juste en tristesse qu'on associe souvent au deuil, mais aussi en irritabilité, voire en colère. Donc, à partir du moment où on va creuser, puis on peut dire, par exemple, à son parent, je remarque qu'il y a des choses qui ont l'air plus à t'irriter davantage, à te déranger plus que d'habitude. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit moins dur pour toi? Donc, de valider qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que des fois, c'est un petit peu une défense pour dire, hey, moi, je me sens pas si bien, je veux pas juste continuer comme si de rien n'était. Mais c'est une manière qui peut sembler un peu maladroite parce que ça peut être lourd pour les proches, d'exprimer, là: «Je suis en train de vivre quelque chose, puis, j'aurais peut-être besoin qu'on prenne soin de ça, puis par la suite, peut-être, je serai capable de reprendre mes relations d'une manière qui sera un peu différente de ce que vous avez connu avant, mais quand même qui sera moins lourde pour vous». Est-ce qu'on pourrait poser une question, par exemple, à notre parent comme, «Comment elle serait ta vie aujourd'hui si elle était belle?» Tu sais? Mmh. «Comment elle serait ta journée si elle était agréable?» Oui, oui, Et oui. juste pour avoir comme un peu le pouls de parce que des fois, il faut que la personne travaille un petit peu aussi pour voir au-delà de la plainte, tu sais, comment ça pourrait se passer. Puis après ça, peut-être aller dans, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, C'est ça. pour, te rendre la journée plus agréable? Exactement, Parce que oui. des fois, les gens travaillent fort pour essayer de, puis ils Mmh. sont mis en échec, puis là, ils se découragent un peu. Fait que de relancer la balle à la personne, ça peut être une bonne idée. Certainement, oui. Puis souvent, ben, on va voir que une des pertes qui est difficile à vivre, c'est la perte du sentiment d'autonomie, puis avoir l'impression que tout le monde choisit pour nous tout ça. Donc, ce genre d'intervention-là peut faire du bien à plein de niveaux, parce que là, on donne à la personne la responsabilité puis l'autonomie de décider qu'est-ce qui, toi, te ferait du bien. Puis donne-nous des idées pour qu'on s'adapte à ce qui te ferait du bien, toujours évidemment en respectant nous qui on est puis nos propres besoins, mais ça fait que là, on respecte l'autonomie de la personne qui pourrait nous dire, ben moi, ce qui me ferait du bien, c'est telle chose qui pourrait être complètement l'inverse de ce que nous, on avait pensé, qui pourrait lui faire du bien. Donc oui, la remettre au cœur, lui montrer qu'on se préoccupe d'elle, puis on a confiance qu'elle peut trouver des idées, puis qu'on va chercher avec elle, plutôt que décider pour elle. Déjà, en soi, des fois, ça peut aider beaucoup. Fait que ça a comme vertu, ça a une double vertu, c'est que d'une part, on redonne l'autonomie à la personne, puis on lui donne voix au chapitre, puis d'autre part, on arrête de patiner pour éviter, puis pour contourner, puis on aborde le taureau, ou en tout cas, on nomme l'éléphant qu'il y a dans la pièce, à savoir, ben, comment elle pourrait être ta journée aujourd'hui, là. Exactement. Mhm. Oui. On observe parfois que les personnes âgées vont cacher vraiment une maladie grave ou puis les proches vont l'apprendre comme quelques semaines avant le décès. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à cacher, à garder pour soi quelque chose d'aussi important?
C'est quelque chose qu'on observe quand même de temps à autre, notamment en soins palliatifs, des fois, des gens qui, jusqu'à la toute fin, vont pas mentionner leur diagnostic. Puis c'est pour différentes raisons qu'on va voir que ça se fait. C'est quelque chose qu'on a vu plus souvent dans notre recherche avec les hommes âgés que les femmes âgées atteintes de cancer incurable, mais on sait cliniquement, on le voit que ça arrive à la fois chez les hommes et chez les femmes. Puis on va voir qu'il y a différents motifs. Dans certains cas, les gens vont cacher le diagnostic parce qu'ils souhaitent protéger leurs proches. Donc, pour pas que ça soit trop difficile pour eux, parce qu'ils croient que ça serait trop lourd pour les proches d'entendre ça, certains vont dire, je veux qu'il garde une image de moi en santé, etc., jusqu'à la toute fin. Puis ensuite, il pourra composer avec ça, mais au moins toutes les années qu'il y aura eu avec moi n'auront pas été teintées par l'image de moi malade ou le fait de savoir que je suis malade. Puis il y a un autre pan d'explication, puis ça, on avait trouvé ça intéressant, qu'il y a des hommes qui nous ont dit, mais c'est pas juste pour protéger les autres, mais c'est pour me protéger moi. Parce que moi, dans mon image de qu'est-ce que c'est être un père, un grand-père, un homme, je veux pas qu'ils voient cette partie-là de moi qui est plus vulnérable ou qui est malade ou qu'ils associent à la vulnérabilité. Donc, ils choisissent de le dissimuler pour se protéger eux. Puis dans certains cas, parce qu'ils disent le fait d'en parler, puis que là, le monde me demande si c'est souffrant, si c'est difficile à vivre, bien, pour moi, en soi, ça serait pire, ça serait plus souffrant. Donc, je le fais pour me protéger. Ou encore, l'autre figure de cas, ben, je ne saurais pas comment faire, donc je préfère de juste pas le faire, de vivre comme si tout allait bien jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça sera inévitable qu'il le sache. Mais c'est quelque chose qu'on observe en clinique. Puis évidemment, ben, l'effet plus pervers de ce genre de décision-là, c'est que des fois, pour les proches, par contre, ça peut être tout un choc d'apprendre par la suite ce qui s'est passé. Ça peut être tout un choc, mais au moins il y a des explications parce que ne pas vouloir être la cause de la peine des enfants ou des autres, vouloir se protéger soi du regard de compassion ou de pitié ou peu importe des autres, puis ne pas être capable de gérer les émotions ou le chagrin ou de se contenir. Hein. Des fois, on voit que c'est une énergie considérable. Fait que donc, ce sont quand même de très bonnes raisons qui s'expliquent, même si c'est pas sans effet comme conduite à tenir, effectivement. Oui, ça permet de comprendre d'où ça Oui, vient, puis comment ça pouvait avoir du sens pour cette personne-là, avec oui. son histoire, sa personnalité, tout ça, de le vivre comme ça. On a beaucoup parlé de l'importance de ne pas invalider la souffrance, de l'importance de permettre l'expression quand la personne veut l'exprimer, de faire de la place, hein, de pas diaboliser finalement la souffrance. Mais comment on peut avoir un équilibre entre l'accueillir versus ne pas laisser la personne souffrir indûment ou en tout cas essayer d'aider les personnes souffrantes? Oui, ben c'est bien de poser cette question-là parce qu'il y a effectivement un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire qu'il y a les deux extrêmes où on peut nier la souffrance ou encore où on peut l'accueillir, mais sans reconnaître qu'il y a quelque chose de difficile dans cette souffrance-là. Donc, il y a eu avant des courants doloristes, tout ça, où on glorifiait beaucoup la souffrance, où on l'a valorisé beaucoup, tout ça. On ne veut pas tomber là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que c'est dur, puis que si une personne nous partage sa souffrance, c'est quelque chose de précieux qu'il faut savoir accueillir, oui, écouter, mais ensuite, il faut savoir à partir de quel moment est-ce que la souffrance devient trop lourde à porter. Est-ce que je peux envoyer un message d'espoir que là, oui, je suis en train d'écouter la souffrance, mais c'est parce que je crois qu'éventuellement, elle va diminuer, puis je vais être avec toi pour m'assurer qu'elle diminue, même si ça sera probablement après avoir pris le temps ensemble d'écouter, d'entendre qu'est-ce qui est au cœur de cette souffrance-là, pour évidemment pas juste laisser la personne dans cette posture-là très difficile de souffrance, puis avoir l'air de dire ah c'est confortable tout ça. Au contraire, on veut juste montrer qu'on va être là, puis qu'on espère que ça va aller mieux, puis que si ça va pas mieux, on sera là aussi pour la référer à quelqu'un d'autre, aller chercher du soutien supplémentaire ou autre chose. Si jamais on voit que vraiment là ça devient quelque chose de trop lourd à porter, puis trop difficile pour la personne et ou pour nous comme proches, qui des fois peut sentir qu'on atteint la limite de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 conseils ou recommandations que vous pourriez donner aux gens, pour, par rapport à la souffrance, sur comment l'aborder pour pas être condamné à souffrir tout le temps? Donc, si je vous demandais d'intégrer un petit peu tout ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous auriez à dire comme mot de la fin?
Beh, je pense qu'on pourrait peut-être laisser plus de place à la souffrance. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que rapidement, refermer, passer à quelque chose de positif, tout ça, ça va faire du bien. Mais je pense que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que d'ouvrir la porte à ce que les gens puissent parler de ce qui est aussi souffrant dans leur vie, de ce qui peut être plus difficile, et cetera, ben, c'est une source de résilience. C'est quelque chose qui va aider à être dans une relation plus authentique, puis quelque chose qui va faire qu'après ça, la personne peut aussi manifester des émotions de joie, de bonheur, mais de manière plus profonde, parce qu'elle sait qu'on peut accueillir les 2. Donc je pense qu'il faut, avoir peut-être un peu moins peur de la souffrance, puis voir qu'il peut y avoir du sens qui émerge de tout ça, même si ça peut être difficile à entendre sur le coup, qu'à moyen terme, ça peut être quelque chose qui en vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une perle ce que vous venez de dire parce que souvent, moi, je dis on devrait faire un petit peu plus l'apologie des sentiments dépressifs parce qu'il y a des situations où c'est normal de se sentir triste, puis on devrait être capable d'accueillir ça, puis on devrait être capable de partager ça. Et pourquoi on a tant de facilité à manifester sa joie, à manifester les bons moments, à manifester sa bonne humeur, mais qu'on a tant de difficultés justement à partager un chagrin, une peine qui pourtant est souvent très légitime. Je pense que c'est un beau conseil d'essayer de faire de la place, puis d'accueillir ça, puis de redonner les lettres de noblesse, justement, à cette souffrance-là qui fait partie de notre humanité, hein, somme toute. Docteur Bourgeois-Guérin, un très, très grand merci de nous avoir entretenus de ce sujet vraiment important. Beh, merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Ça a été vraiment une belle discussion. Merci pour tout. Pour en savoir plus, consultez au fil du temps.québec.